màggee mere ku ko deful dara yo deful dara nanga nangu jàng ngir màgg jàngale déglu ngir màgg man digle jàng ngir màgg bañ rëccoo. Comme nous l'avions vu la dernière fois, nous avions dit que l'approche de la littérature dans le second cycle tourne autour de 3 classes, c'est-à-dire donc à partir de la seconde jusqu'à la terminale. Mais ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que c'est un enchaînement. Vous faites de l'histoire littéraire chronologique et qui prend pour point de départ la Renaissance, c'est-à-dire le XVIe siècle. Et du XVIe siècle maintenant, vous allez passer à l'époque classique qui est le XVIIe, et du XVIIe, vous allez passer aux Lumières qui est le XVIIIe. Donc, nous l'avons vu en disant que, par exemple, ce siècle s'ouvre sur un personnage central, un écrivain clé qu'on appelle le père des temps modernes, qui est François Rabelais. Rabelais a jeté les bases même de ce qu'on appelle la Renaissance et l'humanisme en mettant en avant véritablement la quête de la culture et de la connaissance comme source de l'homme contemporain de l'époque. Et maintenant aussi, après Rabelais, le 16e va être dominé par ce combat pour la défense et l'illustration de la langue française. Et ce combat sera mené par une génération d'écrivains qui vont utiliser la poésie. Ils vont se regrouper autour d'un groupe qui va s'appeler en premier lieu la brigade. Mais ils ont jugé le terme trop militaire. Ils ont choisi un terme beaucoup plus poétique en référence à une constellation d'étoiles. On appelle constellation d'étoiles un groupe d'étoiles. Et comme ils étaient 7, ils ont pris le nom d'une constellation de 7 étoiles qui s'appelle la Pléiade. Donc qu'est-ce que c'est que la Pléiade? C'est un groupe de 7 étoiles qui a servi de référence à ces jeunes poètes du XVIe siècle qui tournent autour de François, plutôt de Ronsard, l'auteur de ce poème même, de Joachim du Bellay, de Baïf, Clément Marot et autres. Mais les 2 plus célèbres poètes de ce groupe, c'est Pierre de Ronsard, qu'on appelle le prince des poètes, et Joachim du Bellay, qu'on connaît beaucoup plus. Bien. Et donc, aujourd'hui, notre propos va porter sur un poète de cette période. Et même encore, au-delà de la défense et de l'illustration de la langue française, ces poètes de la Pléiade vont utiliser une forme poétique de l'époque, créée par un Italien du nom de Pétrarque. Et cette forme poétique, elle s'appelle le sonnet. C'est un poème de forme fixe, comme vous le voyez au tableau, composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 12, 13, 14. Donc c'est un poème de forme fixe composé de 14 vers disposés en 4 strophes, dont 2 quatrains et 2 tercets. Cette forme poétique, c'est ce que vous avez dans le titre du recueil Sonnet. Je répète donc, le sonnet est un poème de forme fixe composé de 14 vers disposés en 4 strophes de 2 quatrains et de 2 tercets. Sur le plan formel, on appelle quatrain une strophe, vous avez dans le radical 4 qui compte 4 vers, tandis qu'un tercet, c'est une strophe qui compte 3 vers. Voilà. C'est les formes du poème. Et souvent même, c'est ce poème, c'est l'époque dont profitent les professeurs pour faire ce que vous appelez la versification ou l'art de faire des vers, en montrant les différentes techniques et règles qui régissent la composition poétique, qui obéit à une écriture très codifiée, qu'on appelle la versification. Mais, avant d'en arriver à la versification, intéressons-nous même à l'idéologie de ce combat. Nous savons que, par exemple, l'époque à laquelle appartiennent ces poètes est une époque qu'on a appelée la Renaissance ou l'humanisme. Renaissance, composée du préfixe re, qu'on appelle un préfixe itératif, jouer, rejouer, faire, refaire, qui veut dire fois deux, deuxième fois. Donc Renaissance, c'est la deuxième naissance. Et pourquoi on a appelé le XVIe siècle le siècle de la deuxième naissance, le siècle de la Renaissance? Parce que ce siècle va connaître un ensemble de découvertes techniques, de nouvelles conceptions et autres qui vont faire de telle sorte qu'on a l'impression que l'humanité vient de connaître une deuxième naissance. Voilà, entre autres, on peut parler même de l'élaboration de la théorie de l'héliocentrisme qui démontre par Galilée que la Terre elle est ronde, mais aussi que c'est plutôt le Soleil qui est fixe
et que les planètes qui tournent autour. Le Soleil est au centre de l'univers, héliocentrisme. De l'autre aussi, Christophe Colomb, au-delà de ses pérégrinations, va découvrir, entre guillemets, va accoster aux Amériques. Je préfère le verbe accoster. Il n'a pas découvert. Ils étaient là-bas et d'autres les connaissaient avant lui. Mais pour les Européens, Christophe Colomb va accoster aux États-Unis et Montaigne va s'exclamer même en disant que nous, les Européens, notre monde vient de découvrir un autre monde, c'est-à-dire les Amériques. Donc voilà. Et donc aussi, on peut parler de Gutenberg qui crée l'imprimerie, qui permet aussi une sorte de diffusion des connaissances et des savoirs. Et tout cela est possible aussi grâce à d'autres découvertes techniques dont vous a parlé le professeur d'histoire géo, comme ce petit objet qui permet de s'orienter et d'aller loin sans se perdre, la boussole, et aussi cette nouvelle technique de navigation, les caravelles avec des gouvernails qui permettent de voyager très loin en contrôlant aussi les directions des navires. Ça a permis que la vision qu'on avait du monde, le monde change et la vision et le regard qu'on porte sur le monde aussi. C'est ainsi que, par exemple, ces poètes aussi vont avoir cela. Et ce qu'on a appelé dans le passé le memento mori propre à l'Antiquité, la peur de la mort, ce souvenir de la mort, va être remplacé par ce qu'on a appelé, dans ce poème, nous l'avons, par exemple, carpe diem. Memento mori, expression latine qui signifie souviens-toi de la mort, sera opposée au carpe diem. Carpe diem veut dire cueille le jour, profite de la moment, cueille dès aujourd'hui les roses de la vie. C'est ce que illustre ce poème de Ronsard. Quand nous regardons le titre du poème, quand vous serez bien vieille, on voit que l'auteur s'adresse à une personne désignée à travers le pronom personnel vous. Mais cette personne aussi est de sexe féminin quand on voit l'adjectif vieille. Donc l'auteur s'adresse à une femme et lui parle de cette femme. Cette femme, quand nous regardons le verbe qui est futur, ça nous montre que dans son présent, cette fille est jeune, mais elle deviendra vieille. Donc quand vous serez vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu dividant et filant, gris et chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps où j'étais belle. Lors, vous n'aurez servante ayant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous terre, et fantôme sans eau, parmi les ombres myrteux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer, une vieille accroupie, regrettant mon amour de votre fier dédain. Vivez si m'en croyez, n'attendez demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Donc si nous lisons le poème, nous voyons que le poète s'adresse à une femme et lui dit que quand vous serez bien vieille, et que vous ne verrez pas bien, vous allez vous éclairer avec une bougie, une chandelle, avec le feu, et vous ferez comme souvent on voit l'image de la femme vieille qui est là en train de tricoter avec la laine et de faire des tricots, et vous chanterez en vous émerveillant que quand vous étiez belle, je vous chantais. C'est-à-dire quand vous étiez jeune fille, je vous rendais hommage. Mais aussi, vous n'aurez personne qui vous écoutait. Car quand vous étiez jeune et que je vous parlais et que je chantais votre nom, vous ne m'écoutez pas. Et je ne serai plus là pour le dire. Car moi aussi, en ce moment-là, je serai sous terre. Être sous terre veut dire qu'il est mort et enterré et fantôme sans eau. Parmi les ombres myrteux, je prendrai mon repos dans l'au-delà. Alors que vous, vous resterez vivante et vous serez seule chez vous, vieille, et vous regretterez quand je vous disais que je vous aime et que vous me dédaignez. Dédain veut dire mépris. Et vous voyez, donc le poème oppose le memento mori au carpe diem. La fuite du temps aussi est dans le poème. C'est-à-dire que donc le temps n'attend rien. Le temps n'attend personne. Et comme dit, vous le verrez quand vous étudierez le 19e siècle avec Lamartine, quand il s'écrit « Ô temps, suspends ton vol », mais le temps ne s'arrête pas, personne ne peut l'arrêter. Donc ce poème, qui est un sonnet, est l'occasion pour Pierre de Ronsard d'attirer notre attention sur la fuite du temps. Et il invite à nous adonner à ce qu'il appelle le carpe diem. Qu'est-ce que c'est que le carpe diem? C'est cette invite à profiter de la vie
avant que n'arrive la mort. Il le dit. Autrement, vous regretterez. Vivez si vous me croyez. N'attendez pas demain. Nous ne pourrons pas ne pas penser à un morceau d'un groupe sénégalais que vous aimez bien. Comment on dit demain en anglais? Tomorrow, Daradji. N'attendez pas demain. Mais faites tout de suite ce que vous avez fait. Au-delà même de ce carpe diem, effectivement, le temps qui est là, qui fuit et qui amène tout le monde vers la tombe, qui détruit tout. Donc, cueillez déjà aujourd'hui les roses de la vie. Et la rose, cette fleur, est surtout connue pour son caractère éphémère. Belle avait dit le poète le jour, le soir, elle est déjà fanée. La rose aussi symbolise la beauté de la jeune femme, qui ne prend pas que quelques périodes de sa vie avant qu'elle ne s'enlaidit du fait de l'âge. Donc l'âge est un ennemi qui ne laisse personne indifférent et qui s'en prend à tout le monde. Comme le temps aussi, qui est l'ennemi de la vie, qui nous pousse. Mais quand même, c'est une logique qu'il faut accepter. Vous le verrez, comme aurait dit, par exemple, les absurdistes. Si rien ne vaut la vie, si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Et dans le laps de temps de notre existence, nous pouvons donner un sens à notre vie en vivant pleinement les moments que nous avons avant d'être morts. Donc le poème célèbre la vie. Le poème est une invite au carpe diem. Le poème est une invitation à vivre sa vie pleinement avant véritablement de mourir. Et maintenant, sur le plan formel, nous avons dit que le poème est un sonnet. Nous rappelons la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un sonnet? C'est un poème de forme fixe composé de 14 vers disposés en 4 strophes, dont 2 quatrains et 2 tercets. On appelle quatrain une strophe de 4 vers, tandis que le tercet, c'est une strophe de 3 vers. Dans le sonnet, on a un vers qui est celui le plus long de la langue française, qui compte 12 pieds, 12 syllabes, qu'on appelle alexandrin. C'est le vers le plus long de la langue française. Et le milieu d'un alexandrin s'appelle une césure. Et cette césure divise l'alexandrin en deux, comme l'équateur divise la Terre en deux. On parle d'hémisphère, l'équateur, hémisphère. Mais quand il s'agit du sonnet, le milieu, ce n'est pas l'équateur, mais c'est la césure qui le divise en 2 hémistiches. Voilà. Et nous pouvons dire que aussi, à la fin des vers, nous avons, par exemple, une répétition de sons comme chandelle, belle, filant, émerveillant. Cette répétition d'un même son à la fin d'un vers s'appelle rime. Donc la rime, c'est l'homophonie, même son. C'est l'homophonie à la fin des vers pris 2 par 2, entre chandelle et belle, entre filant et dividend. On a le son en. Nous avons vu que, nous verrons que, à l'intérieur de la strophe, ces rimes peuvent avoir diverses dispositions. Là, par exemple, elles sont disposées en A, ensuite en A, ensuite en B et ensuite en B. Ici, on appelle cette disposition embrasser. Mais ailleurs, vous pourrez avoir une disposition en A, B, qu'on appellera une disposition croisée, ou bien si les rimes sont disposées en A et B, c'est ce qu'on appelle des rimes suivies ou des rimes plates, qu'on retrouve le plus souvent dans les textes de musique, dans les textes chantés. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut rajouter aussi? Il faut rajouter que aussi une strophe de 3 vers s'appelle un tercet. Voilà, on a 3 vers. Et maintenant aussi, il y aura d'autres techniques. Par exemple, de dire que quand la rime se termine par un E muet, comme dans Nouvelle et Immortel, on dit que c'est une rime féminine. Quand elle se termine maintenant par tout autre son, éveillant, rosant, etc., on dit qu'elle est masculine. Le prof vous a dit que aussi, les rimes pouvaient avoir différentes qualités. Elles pouvaient être pauvres, elles pouvaient être suffisantes et elles pouvaient être riches. La rime est dite pauvre quand elle compte un seul phonème identique. Elle est suffisante quand elle compte 2 et elle est dite riche quand elle en compte 3 et même plus. Voilà. Et comme aussi, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est dire que, par exemple, effectivement, pour récapituler, Pierre de Ronsard est un poète français du XVIe siècle qui se rattache
au mouvement de la Pléiade. Le mouvement de la Pléiade est un mouvement composé de 7 poètes, parmi lesquels les plus célèbres sont l'auteur lui-même, Pierre de Ronsard, et Joachim du Bellay. Ils se sont donnés pour objectif de défendre et d'illustrer la langue française à travers la poésie. Et la forme poétique qu'ils ont privilégiée, c'est le sonnet, dont on rappelle que c'est un poème de forme fixe, composé de 14 vers, disposés en 4 strophes, dont 2 quatrains et 2 tercets. Pour rappel, on appelle strophe un ensemble de vers rimés. Si c'est un texte de prose, on parle de paragraphe. En poésie, on ne dit pas paragraphe, on dit strophe. Un ensemble de vers rimés, voilà, et donc ce n'est pas compliqué. Une strophe de 4 vers s'appelle un quatrain, une strophe de 3 vers s'appelle tercet, une strophe de 2 vers s'appelle distich. Quand il en compte 5, on appelle ça quintile, et si c'est 6, c'est 6 ans. Ce n'est pas si compliqué que ça. Et c'est très facile. Et la prochaine fois, nous ferons un poème de Joachim du Bellay pour mieux découvrir ces thèmes si prisés par les poètes de la Pléiade, c'est-à-dire la fuite du temps, mais aussi le carpe diem. Donc la grande leçon que le poème veut nous donner, que Ronsard veut nous dire, c'est ce que vous appelez, vous, enjoy your life. Le YOLO. C'est comme disait le maître Gibbs, YOLO. Ce concept que les jeunes rappeurs français utilisent signifie you only live once. Vous ne vivez qu'une seule fois. Donc, du moment qu'on ne vit qu'une fois, il faut profiter de cette vie. Vivez, n'attendez pas demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. La vie, elle est faite pour être vécue. Et quand un ami à vous fête son anniversaire, vous pourrez lui dire carpe diem. Ça veut dire cueille le jour, profite de la vie, profite du moment. Je vous remercie et au prochain cours, on continue à travers l'étude d'un poème de Joachim du Bellay. Nanga nangu jàng ngir màgg